Avant de commencer cette vidéo, voici en toute exclusivité une image d'un de mes chats. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maude et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'autisme, plus particulièrement du lien que j'ai fait entre le fait d'être profil yin et le fait d'être autiste. Donc j'ai en fait ce qu'on appelait autrefois un syndrome d'Asperger, sauf que ce terme n'est plus reconnu médicalement. Il a été fondu en fait dans ce qu'on appelle maintenant les troubles du spectre de l'autisme, avec donc un spectre avec tout type de symptômes, de niveau d'intelligence, de niveau de capacité d'interaction sociale, enfin etc. 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 Donc je vais revenir un peu plus de détails ensuite sur ce qu'est l'autisme. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. C'est parce qu'il y a quelques temps, enfin je crois que ça doit faire quelques mois, mais bref, j'avais fait une vidéo qui s'appelait HPI, Asperger et flamme jumelle, puisque je suis ces trois choses à la fois. Et comme finalement j'avais surtout parlé du haut potentiel intellectuel, j'avais demandé à la fin de la vidéo si quelqu'un souhaitait que je développe davantage le volet autistique. Et pendant longtemps, personne m'a répondu. Et puis, je crois que ça fait quand même un petit moment déjà, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Quelqu'un m'a demandé si je pouvais quand même parler de l'autisme. Et du coup, voilà pourquoi je vous fais finalement cette vidéo. La question qui avait été posée par la personne, c'était comment est-ce que le fait d'être autiste vous aide dans le parcours du flamme jumelle. Donc je vais peut-être y répondre tout de suite directement. Donc ça m'aide pas spécialement d'être autiste dans le parcours de flamme jumelle. Par contre, le fait d'avoir découvert que je l'étais et d'avoir découvert des outils pour, disons, améliorer en fait mes interactions, enfin disons pour mieux vivre ma vie quotidienne avec mes particularités. Tout ça, ça m'a aidé quand même au niveau du parcours de flamme jumelle. Donc je vais y revenir tout de suite. Avant ça, j'ai juste vous faire une petite parenthèse pour vous dire que je suis en train de parler en toute spontanéité, puisqu'effectivement je n'ai rien préparé de cette vidéo, mais je vais arrêter de m'en excuser, puisqu'en effet, donc quand j'ai lancé ma chaîne en décembre dernier, en fait, je connaissais pas d'autres chaînes qui soient tenues par des profils yin, ce qui faisait que le seul modèle que j'avais de vidéos YouTube, c'était essentiellement des chaînes qui étaient tenues par des profils yang, qui sont, comme vous savez, très structurés, très linéaires et tout. Et nous, les yin, on fonctionne un petit peu différemment. Et j'ai constaté en voyant d'autres vidéos d'autres personnes qui sont également de polarité yin que visiblement, ça a l'air d'être assez répandu chez les yin de pas spécialement préparer les vidéos. Donc voilà, j'ai décidé d'assumer cette facette de moi. Et donc dorénavant, il y aura des vidéos que j'aurai peut-être préparées. Il y aura aussi peut-être des vidéos que j'aurai pas spécialement préparées. Mais je ne m'excuserai plus de cela, puisqu'effectivement, c'est mon style. Donc je reviens maintenant à l'autisme. Donc j'ai peut-être commencé par vous parler de qu'est-ce que c'est l'autisme. Donc l'autisme en fait c'est tel que moi je le vois en tout cas, sinon si vous voulez des explications un peu plus scientifiques, excusez-moi mes chats sont tout fous, si vous voulez des explications plus médicales bien sûr vous pouvez aussi vous renseigner de votre côté. Mais ce que je peux dire en bref c'est que pour ma part je vois l'autisme comme une particularité neurodéveloppementale qui amène une manière différente au cerveau de fonctionner, puisqu'effectivement, il est câblé différemment. Donc, est-ce que je vois l'autisme comme un handicap? Oui et non. Disons que ça amène une différence de fonctionnement au niveau cérébral. Et parce que j'ai pu constater, parce que depuis que j'ai découvert ma condition, j'ai fréquenté pas mal de groupes d'autistes, je suis allée rencontrer d'autres autistes et j'ai pu constater que les autistes, quand ils sont entre eux, ils sont de mon point de vue en tout cas, ils sont absolument pas handicapés puisqu'effectivement on a tous la même manière de communiquer, tous la même manière de réfléchir, tous la même manière de fonctionner et qu'en fait, du coup, les interactions sociales entre autistes sont assez reposantes quand on est autiste et du coup on se sent pas handicapé entre nous. Mais de façon plus large, en fait, la définition de handicap, c'est en fait, un handicap est un handicap seulement à partir du moment où une personne a une particularité qui est suffisamment rare pour que le reste de la société ne soit pas conçu de manière à être adapté à cette personne. Et un handicap n'est plus un handicap dès lors qu'on se trouve dans un environnement en fait où tout est adapté à nous. Donc pour cette raison-là, en tout cas, je ne vois pas l'autisme comme un handicap, aussi parce que
Une fois que j'ai expliqué aux gens de quelle manière je réfléchissais et de quelle manière ils pouvaient interagir avec moi. Donc bien sûr, il y a des gens avec qui ça passe pas, mais il y a beaucoup de gens aussi avec qui ça passe. Donc en fait, finalement, globalement, le fait d'avoir été diagnostiqué autiste, ça a quand même beaucoup amélioré ma vie. Maintenant, je vais revenir un petit peu au niveau du parcours de flamme jumelle. Donc, je sais plus ce que j'ai dit dans ma première vidéo en fait sur les neurodivergences et le parcours de flamme jumelle parce que je ne l'ai pas réécouté avant de faire celle-ci. Mais pour ma part, j'ai l'absolue conviction que mes diagnostics en tant que HPI et autiste ont été très étroitement liés au parcours des flammes jumelles parce que chaque fois en fait les diagnostics en fait ont été étroitement liés avec mon jumeau. Donc le diagnostic de haut potentiel intellectuel en fait je l'avais découvert moins d'un mois avant de rencontrer mon jumeau alors que j'avais déjà 29 ans à ce moment-là, donc j'étais pas spécialement jeune pour un diagnostic de ce genre. Excusez-moi, il y a un train qui passe donc ça va faire un petit peu de bruit. Le diagnostic de haut potentiel intellectuel, en fait, c'était pas un réel diagnostic, mais c'est le moment où plusieurs amis que je côtoyais à ce moment-là de façon hebdomadaire depuis plus d'un an ont attiré mon attention en me disant tu as des traits autistiques assez prononcés, tu devrais peut-être essayer de te renseigner. Et visiblement, avant, ils avaient essayé de me le faire comprendre avec des sous-entendus, mais évidemment, j'avais pas compris. Donc, ils m'ont signalé à ce moment-là que j'avais des traits autistiques et comme je les côtoyais de façon hebdomadaire depuis un peu plus d'un an, ils ont pu me donner des exemples concrets des raisons qui leur faisaient penser ça. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai pu réellement me poser la question et m'interroger sur si je l'étais ou pas et que j'ai pu me renseigner en fait en lisant des livres et tout ça, plus particulièrement sur la femme parce que en fait, enfin, je vous redirai après ce que j'ai envie de dire. Là, je vais juste terminer ce que j'étais en train de dire sans me disperser. Donc, ils ont attiré mon attention sur ma condition autistique. J'ai pu me renseigner plus particulièrement sur l'autisme chez la femme. Et du coup, je me suis reconnue dans l'autisme. Donc, à ce moment-là, je savais que j'avais la certitude que je l'étais. Mais je suis restée en autodiagnostic pendant environ un an et demi. Et en fait, au bout d'un an et demi, eh bien, j'ai décidé de quand même faire valider le diagnostic à travers un test, tout simplement parce que j'avais des problèmes au travail et que j'avais envie de bénéficier de structures, enfin d'aide spécialisées pour l'autisme. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai fait valider le diagnostic. Donc mes chats, comme je vous l'ai dit, ils sont fous et ils sautent devant la caméra. Donc oui, pourquoi est-ce que je me suis renseignée plus particulièrement sur l'autisme chez la femme? C'est parce que en fait, quand les premiers tests ont été faits pour déterminer, enfin, quand l'autisme, plus particulièrement le syndrome d'Asperger, mais l'autisme aussi, en fait, a été découvert, les tests qui ont été faits, les études qui ont été faites, elles ont été faites essentiellement sur des panels composés exclusivement d'hommes, de sorte que même à l'heure actuelle, la façon dont l'autisme se manifeste chez la femme, quels sont les symptômes qui sont apparents chez la femme, en fait, c'est très mal connu en fait, de sorte que de nos jours encore, les femmes tendent à être sous-diagnostiquées parce que souvent on ne repère pas leur autisme. Une des différences, c'est notamment que les femmes ont plus de facilité à faire les caméléons et à se fondre dans la masse en déguisant leur autisme. Elles ont aussi plus de facilité dans les interactions sociales, donc elles sont particulièrement capables de surcompenser pour déguiser leur autisme. Et plus particulièrement dans le cas des personnes à haut potentiel intellectuel, les HPI en fait peuvent compenser leurs déficiences, notamment sociales. Tout ce qui est de l'ordre par exemple des déficiences sociales peut être compensé par des compétences en fait intellectuelles chez les personnes qui sont HPI parce qu'on est capable, tout ce qui serait assez naturel en fait chez quelqu'un qui n'est pas autiste, on est capable en fait de l'analyser sur le plan purement intellectuel et d'inventer en fait une réponse adaptée et de la retranscrire avec un traitement mental qui est extrêmement rapide en fait, mais tout ça, ça demande un effort conscient intellectuel qui est constant et du coup c'est particulièrement épuisant.
Donc il faut savoir que tout ce qui est de l'ordre, enfin en tout cas tel que je l'ai vécu avec mon autisme, tout ce qui est pour moi, tout ce qui est de l'ordre en fait des interactions sociales, c'est vraiment quelque chose qui est acquis et qui n'est pas du tout naturel. Et même si avec beaucoup d'entraînement, j'ai réussi à surmonter un peu toutes les déficiences en apprenant la plupart des codes sociaux, y compris les codes sociaux implicites, qui sont présents au sein d'un groupe. Globalement, ça reste de façon permanente un calcul conscient et sur vraiment tous les aspects de la manière de communiquer. C'est-à-dire que j'ai dû, et j'avais plus de 30 ans en fait quand j'ai appris ça, c'est-à-dire que ne serait-ce que la façon dont je devais regarder les gens quand j'étais dans un groupe, est-ce que je devais les regarder longtemps, pas longtemps, et à quelle fréquence je devais poser mes yeux ailleurs, en fait, tout ça, j'ai dû l'apprendre en fait les premiers temps, je comptais les secondes et puis après c'est devenu de plus en plus naturel. Aussi, je sais que je continue à parler trop rapidement, mais le débit en fait, c'est vraiment quelque chose qu'en fait j'ai dû apprendre parce que très fréquemment en fait, surtout quand je suis pas avec des HPI, je dois répéter ce que je dis plus lentement parce que comme mes pensées vont très vite, ben, j'ai envie de parler très vite. Après sur YouTube, j'avoue que je fais pas spécialement d'efforts d'adaptation dans la mesure où vous pouvez régler la vitesse des vidéos dans les paramètres, donc j'estime que c'est pas forcément un problème pour le public. Tout ce qui est de l'ordre aussi des mouvements du corps, donc la façon de bouger les mains en fait en parlant, la façon d'incliner son regard, la façon de tenir sa posture du corps, la façon de croiser ou de ne pas croiser les jambes. Tout ça, en fait, pour moi, c'est un peu un calcul conscient que je fais à chaque moment quand j'interagis dans un groupe. Mais évidemment, avec le temps, avec l'entraînement, avec l'habitude, c'est devenu de plus en plus naturel. Mais en fait, ça reste malgré tout quelque chose à quoi je dois réfléchir en permanence. Et donc, il y a tout le temps, en fait, une petite partie de mon cerveau qui est focalisée sur ça et l'autre partie de mon cerveau, en fait, qui est focalisée sur la conversation. Et dans la mesure où je suis HPI, en fait, j'arrive à me déguiser suffisamment pour que mon handicap ne se voit pas trop, ma particularité ne se voit pas trop, mais c'est vrai que ça use pas mal mon énergie. En fait, il y a ma coach, j'avais vu un temps une coach spécialisée en autisme et en haut potentiel intellectuel, qui m'avait expliqué que c'était comprendre le monde en fait pour un autisme, c'est un peu comme si les neurotypiques, donc les personnes qui sont pas autistes, elles avaient une vision large en fait, qu'elles voient partout. Un peu comme si, vous voyez, si vous avez un entonnoir, ben, la personne neurotypique, en fait, elle voit l'entonnoir par le petit trou, mais après c'est large. Donc en fait, elle voit le monde partout, alors que l'autiste, en fait, ben, c'est un peu comme s'il tenait l'entonnoir à l'envers. Et ce qui fait que en fait, tout ce qu'il voit du monde, c'est un petit trou comme ça. Et en fait, l'autiste, pour réussir à comprendre le monde, en fait, il est obligé de faire un mouvement de quadrillage comme ça en permanence. Donc maintenant, ce qui se passe quand on est haut potentiel intellectuel, c'est que ce mouvement de quadrillage, on est capable de le faire beaucoup plus vite qu'un autiste qui n'est pas HPI. Mais pour autant, c'est quand même un mouvement de quadrillage permanent qu'on doit faire. Et le fait qu'on le fasse plus vite et donc qu'on arrive à rendre des réponses plus rapidement, ça ne change rien au fait que c'est un effort qu'on doit faire quand même en permanence et que donc ça épuise une partie de notre énergie, de nos efforts et ça a quelque chose d'un peu fatigant. Donc voilà un peu pour vous parler de l'autisme. Donc maintenant, par rapport au parcours de flamme jumelle, donc moi j'avais découvert que j'étais autiste, c'était arrivé environ une semaine avant que, après une première séparation, mon jumeau reprenne contact avec moi. Donc c'est en cela que le diagnostic d'autisme, il est comme le diagnostic de haut potentiel, très étroitement lié à mon parcours de flamme jumelle. Et c'est aussi pour ça que je pense que le fait d'avoir tour à tour découvert ces deux diagnostics, ça faisait vraiment partie de mon chemin en tant que flamme jumelle. Donc maintenant, pour ce qui est, donc je pense pas que le fait d'être autiste, ça m'ait particulièrement aidé au niveau du parcours de flamme jumelle. Par contre, le fait que le diagnostic ait été posé, c'est clair que ça m'a appris à mieux me connaître, à apprendre qui j'étais, à comprendre comment je fonctionne, à comprendre en fait pourquoi j'avais des difficultés, à mieux accepter ces difficultés et à mieux en fait quelque part surmonter ces difficultés, mais tout en restant moi-même en fait. Et donc il y a un livre que je suis en train de terminer, donc que j'ai lu, que je trouve très intéressant. Donc évidemment chez vous il va apparaître à l'envers, mais c'est donc je vais écorcher un petit peu leur nom parce que je suis nulle en anglais. C'est Temple Grandin et Sean Baron qui ont écrit Pourquoi jouer avec les enfants du quartier alors que j'aimerais compter les grains de sable.
C'est publié aux éditions Bélin, ce Fureur. Bon bref, je mettrai les références dans la description. Donc je sais pas. Ah non, c'est chez Debwec Supérieur. Voilà, chez Debwec. De toute façon, je mettrai les références dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Donc c'est un livre que je suis en train de lire et qui explique en fait pour les autistes comment comprendre les neurotypiques. Et c'est vrai que c'est en train de m'aider énormément. Et j'y vois en fait beaucoup de ressemblances aussi quelque part avec le parcours de Flamme Jumelle et plus particulièrement avec le parcours du runner. Donc du profil Yin, et c'est la raison pour laquelle je vais un petit peu me baser sur ce livre maintenant pour faire cette vidéo. Donc je vais juste le relire et puis voir si j'ai des choses que j'ai à dire. Donc déjà pour commencer, le premier truc que je vois comme point commun entre le runner et l'autiste, c'est le fait d'être obligé de devenir un caméléon, parce que l'autiste en fait, s'il reste, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'avais vécu moi-même à l'époque où je connaissais pas mes difficultés et à l'époque où je connaissais pas non plus le fonctionnement des autres. Donc ce que j'avais compris à l'époque, c'était que si j'étais moi-même, eh ben, j'étais rejetée du groupe puisque j'étais pas acceptée. Puisque quand j'avais tous mes traits autistiques en fait qui étaient exprimés, et parmi ces traits autistiques, il y a le fait de ne pas regarder les gens dans les yeux, le fait de ne pas réagir, notamment quand il y a des sous-entendus, parce que je ne comprends pas les sous-entendus, donc évidemment je n'y réagissais pas. Il y a le fait de ne pas spécialement interagir dans les discussions, de ne pas chercher le contact. Et en fait, j'ai assez vite compris quand j'étais jeune que d'une part, si j'étais moi-même, donc autiste, ben, c'était pas adapté à la société. Donc ça, mes parents me l'ont bien fait comprendre. Et par ailleurs, ben, j'étais rejetée du groupe, j'étais exclue, j'étais pas acceptée dans les groupes, j'étais souvent humiliée, harcelée, enfin tout le tatouim. Et du coup, ben, une des premières leçons que j'ai tirées assez tôt dans l'enfance, c'est que j'avais pas le droit d'être moi-même, mais qu'il fallait que je devienne ce que les autres voulaient que je sois. Et ça, c'est un point commun qui est très fort en fait avec le profil Yin. Donc je sais pas s'il y a beaucoup d'autistes chez les profils Yin, mais en tout cas... le runner, donc le profil Yin, a vraiment un moment donné dans sa jeunesse, il a été pas accepté pour ce qu'il était, donc rejeté par son entourage, et ça a fait qu'il a appris en fait qu'il devait devenir quelqu'un d'autre, donc une autre personne qui soit conforme aux attentes de son entourage pour être accepté par son environnement. Et ça, c'est vraiment un point commun que moi, en tant que personne avec autisme, j'ai eu avec le runner du parcours de Flamme Jumelle. Ça a été que je n'avais pas la possibilité en fait d'être moi-même, de m'exprimer comme j'étais, mais que j'ai cru en fait que comme j'étais pas acceptée par les autres, j'étais obligée de devenir une autre personne qui soit conforme aux attentes. Sinon en fait il y avait trop de douleur, trop de souffrance, trop de rejet. En fait c'était vraiment quelque part aussi trop de solitude. En fait moi j'ai eu une enfance qui était trop solitaire, donc mes amis en fait quelque part c'était mes poneys. Enfin j'entends par là des petits poneys qu'on avait, enfin quand j'étais petite on vendait encore ça, je sais pas si ça existe encore. C'était mes pluches et c'était mes animaux, mais c'est vrai que j'avais pas spécialement d'autres amis enfants. Et sinon, un autre élément que j'ai trouvé dans ce livre et qui m'a fait penser au parcours de Flamme Jumelle, c'est qu'en fait, pour les autistes, c'est extrêmement compliqué de comprendre en fait qu'une erreur, en fait, qu'il y a des degrés de gravité dans les erreurs et que certaines erreurs en fait sont moins graves que d'autres et donc elles sont plus pardonnables. Si vous voulez, les autistes, en fait, comme ils ont une façon de comprendre ce qu'on leur dit qui est très littérale, parce qu'ils ne comprennent pas forcément le second degré. Donc, mes principaux symptômes, j'ai oublié de le dire, mais bref, mes principaux symptômes à moi en tant qu'autiste, c'est les difficultés d'interaction sociale, la difficulté à comprendre le second degré, l'interprétation des choses sur le plan littéral, et la difficulté à comprendre les sous-entendus. Là, les autistes, donc, comme je disais, ils ont souvent une difficulté à comprendre qu'il y a une différence de gravité entre les erreurs et que certaines sont plus pardonnables que d'autres, aussi parce que, et c'est étroitement lié, les autistes ont souvent de la difficulté à comprendre que quand on leur dit une règle du type il faut être honnête, il faut pas mentir, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça, les autistes ont beaucoup de difficultés parce qu'ils comprennent tout au premier degré, au sens littéral. Ils ont la difficulté à comprendre que dans certains contextes, la règle, elle peut être un peu plus souple, que dans certains contextes, c'est plus admissible, que dans d'autres contextes, de pas forcément respecter la règle.
Et donc, au niveau des erreurs, en fait, les autistes ont tendance à ne pas comprendre qu'il y a certaines erreurs qui sont moins graves que d'autres. Et la façon dont moi je l'ai vécu, en tout cas, ça a été que chaque fois que je faisais une erreur, peu importe qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, je culpabilisais de manière maximale, je me traitais comme la dernière des merdes, je me disais que je n'avais pas été capable de respecter ça, et ce pour toutes les erreurs, même les plus petites ou les plus grandes, mais peu importe, dès que j'avais dérogé à une règle, en fait, je culpabilisais vraiment de manière maximale, je me traitais comme la dernière des merdes, je pensais que je valais rien parce que j'avais pas été capable de respecter ceci ou cela. Et en fait, le point commun qu'il y a vraiment avec le runner, c'est le côté déjà manque de confiance en soi, parce que le runner pense qu'il n'est pas capable de faire ceci ou pas capable de faire cela, et c'est une des grandes raisons pour lesquelles il n'agit pas. Et moi-même, en tant qu'autiste aussi, souvent, je me suis retrouvée à ne pas agir parce que j'avais peur d'agir faux. Je me suis retrouvée aussi à être un peu paralysée au niveau de la voix, donc le chakra de la gorge bloqué, c'est aussi un point commun entre le runner et l'autiste. Mais d'une part, j'avais de la peine à m'exprimer aussi parce que je ne savais pas exactement comment faire. Mais aussi, dès que je faisais quelque chose de faux, en fait, je me dévalorisais constamment. Et c'est le cas en particulier de Sean Baron. Donc, parce qu'il y a, en fait, si vous voulez, Temple Grandin et Sean Baron, c'est deux sortes d'autistes différents. Temple Grandin, c'est une autiste analytique qui pense beaucoup avec des images. Et Sean Baron, c'est un autiste qui pense essentiellement avec des émotions. Et c'est plutôt à lui que je m'identifie, puisque moi aussi j'avais une conscience émotionnelle surdéveloppée. Donc en fait, les autistes ont souvent de la difficulté à comprendre que leurs actes ne sont pas leur identité, c'est-à-dire que s'ils agissent mal, s'ils font une erreur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont quelqu'un de mauvais. Et c'est vrai que c'est beaucoup en fait la façon de s'exprimer des adultes autour de l'enfant autiste qui tend à amener cette confusion, parce que souvent quand un enfant fait une erreur, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans mon entourage familial, c'est qu'on me disait tu es méchante, tu es une mauvaise fille, tu es vilaine, enfin, ce genre de choses qui attaquaient en fait l'identité, au lieu de me dire des choses comme tu te conduis mal, ton comportement n'est pas acceptable, il faudrait que tu te comportes plutôt comme ça, pour être plus gentil avec les autres, il faudrait plutôt agir de cette manière. Et en fait, cette façon un peu maladroite de formuler les phrases en disant tu es une vilaine fille, tu es méchante, ce genre de choses en fait qui attaquent l'identité. En fait, étant donné que la personne porteuse d'autisme, elle comprend difficilement le second degré et elle comprend un petit peu tout au sens littéral, ça faisait que moi je croyais réellement que c'était des attaques sur mon identité et sur ce que j'étais. Et donc ça m'a énormément en fait dévalorisée en tant qu'enfant, ça m'a énormément dévalorisée en tant que personne, et surtout ça a amené une certaine confusion entre l'identité et les actes, puisque je croyais que si je me comportais bien, ça voulait dire que j'étais gentille, et que si je me comportais mal, ça voulait dire que j'étais méchante. En gros, il n'y avait pas chez moi cette dissociation entre l'identité et les actes, ce qui faisait que chaque fois que je faisais une erreur, je me sentais dévalorisée sur le plan de l'identité, c'est-à-dire que je pensais que c'était moi qui ne valais rien, que c'était moi qui n'avais pas de valeur, et qu'à la moindre erreur que je faisais, en fait, il y avait en fait, je me sentais profondément humiliée en moi, je me sentais complètement dévalorisée, je sentais que j'étais la dernière des merdes, je sentais que vraiment que je valais rien, en fait, vraiment que je valais rien, ça remettait en question l'entièreté de ma personne. Et en fait, je vous assure que c'est véritablement en fait le travail avec Anaïs Dousseau lors de la compensation du parcours de flamme jumelle. Et c'est vraiment Anaïs en fait qui m'a martelé, qui m'a mis dans la tête que le fait que je fasse des erreurs, ça ne devait pas déconstruire totalement mon identité, que ça signifiait pas que je valais rien, etc., etc. Donc c'est vraiment Anaïs Dousseau qui m'a énormément aidé sur ces points et à faire la distinction entre les actes et l'identité. Je sais pas s'il y a autre chose. En fait, ça m'a fait marrer parce que dans le livre, surtout vers la fin, c'est marqué en gras que parce que souvent, les autistes, ils essaient d'interagir socialement en imitant les comportements, soit qu'ils ont observé chez d'autres, soit qu'ils ont vu à la télé, qu'ils ont constaté que ça marchait en fait. Mais du coup, ils l'imitent de façon robotique et sans tenir compte du contexte. Et ben du coup, évidemment, il y a des fois où ça marche pas très bien.
et du coup après ils comprennent pas pourquoi ça marche pas. Et en fait dans le livre c'est marqué en gros, en souligné, dans une police plus grande, vraiment que les interactions sociales, en fait, la réussite des interactions sociales, ça fonctionne pas si on fait que imiter, mais que ça fonctionne seulement si on s'aime soi-même suffisamment pour laisser émerger sa vraie personnalité et ne pas faire que imiter les comportements qu'on a constatés qui marchaient. Et ça a résonné très fortement pour moi avec le parcours des flammes jumelles, puisqu'effectivement, c'est vraiment aussi en tant que profiline sur tout ça que j'étais bloquée, c'est-à-dire que j'osais pas être moi-même, d'une part parce que je pensais que je valais rien, parce que je pensais que j'étais pas capable d'interagir avec les autres, mais aussi parce que je pensais que étant donné que je valais rien, si j'étais moi-même, forcément on allait me haïr. Et tout ça, ça a été amené aussi par cette confusion qui a été amenée par les personnes qui m'ont élevée. C'est pas du tout de leur faute, hein, je veux dire, c'est pas de leur faute si je suis autiste, mais il y a eu cette confusion qui a été amenée dans mon enfance entre l'identité et les actes, et ce qui faisait que je me dévalorisais énormément, et que je pensais que si j'agissais en étant moi-même, j'allais forcément être détestée, étant donné qu'on m'avait très tôt fait comprendre que ce que j'étais, avec notamment mes traits autistiques, c'était pas admissible en société, et que donc j'étais pas aimable de cette manière-là. Donc moi, c'est vraiment sur tous ces points, je vois quand même pas mal de points communs, en tout cas sur la façon dont moi je me suis quelque part libérée en fait des problèmes en fait qui étaient amenés par l'autisme, et la façon dont j'ai pu accomplir en fait la compensation sur le parcours de flamme jumelle pour atteindre la complétude. J'ai pas trop eu ce genre de problème, mais la règle numéro 6 de ce livre, ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil avec vous qu'il est notre ami. Là, comme ça, pour moi, tout d'un coup, je l'avais pas pensé au moment où je l'avais lu, mais au moment où je relis cette phrase, pour moi, ça me sonne un peu comme une mise en garde contre les relations toxiques, puisqu'effectivement, les autistes ont tendance à croire que les gens qui se comportent, enfin, comme ils comprennent pas forcément le fait que ce que les gens expriment, c'est pas forcément ce qu'ils pensent, et donc c'est pas forcément ce qu'ils sont. Ils croient que tous les gens qui sont aimables et gentils et polis avec eux, c'est forcément réellement leur ami. Et du coup, comme ça peut arriver à des autistes de facilement se faire avoir par des personnes toxiques. Et par rapport à beaucoup de profilines, malheureusement, ça leur est aussi arrivé de sortir avec des pervers narcissiques ou de tomber dans le piège des relations toxiques. J'avoue que moi, ça m'est pas trop arrivé, puisque j'ai eu un père pervers narcissique qui m'avait bien appris en fait à quoi il fallait que je fasse attention. Mais voilà, sur le coup, en refeuilletant le livre, ça m'a fait penser à ça. Et puis voilà. Globalement, alors déjà, je vous répète le nom du livre. Chacun est responsable de ses actes. Règle numéro 10. En fait, je vous avoue que mon marque-page, il est là, et que là, en fait, du coup, je suis au tout début de la règle numéro 10. J'ai pas encore lu ce paragraphe, ce qui fait que je l'ai pas retenu. Mais chacun est responsable de ses actes. C'est évident que c'est un gros appel, en fait, à prendre sa responsabilité en tant que personne, à se remettre au sens de sa vie. Et en fait, c'est vraiment quand on prend la responsabilité de la totalité de ce qui est arrivé dans sa vie, donc pas seulement de la façon dont on agit, mais aussi de la responsabilité des événements qui se produisent par effet de loi d'attraction ou de loi de résonance, comme dit la communauté de l'oracle, qui est effectivement un terme que je trouve plus approprié que loi d'attraction. Donc au niveau de la loi de résonance, en fait, qui dit que quand on émet tel type de vibration, l'univers nous renvoie un type de vibration qui est identique. Donc chacun est responsable de ses actes. C'est un vrai appel à reprendre sa responsabilité, parce que en fait, aussi longtemps qu'on pense qu'on est victime des événements, aussi longtemps qu'on pense qu'on est victime de sa vie, aussi longtemps qu'on pense qu'on est victime des autres, c'est une manière indirecte en fait de faire en sorte de ne pas agir pour transformer sa vie, étant donné que c'est l'extérieur qui est responsable, c'est l'extérieur qui est coupable, et donc nous on n'y est pour rien. Donc ça nous déculpabilise, mais quelque part aussi ça, étant donné que c'est les autres qui ont le pouvoir de changer, du coup on n'agit pas. Et donc de se rendre compte, d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on est responsable de sa vie, de l'entièreté de sa vie, y compris de ce qui arrive par loi de résonance, ça permet vraiment de reprendre son pouvoir personnel. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est l'un des premiers enseignements de Pascal Montagnac dans la méthode de Mélo,
c'est que si on veut reprendre le pouvoir de sa vie, si on veut reprendre le pouvoir sur sa vie et donc le pouvoir d'amener du changement, et notamment un changement vibratoire, une des premières prises de conscience à avoir, c'est le fait qu'on est responsable de tout ce qui arrive dans notre vie, y compris des événements sur lesquels on n'a pas forcément agi directement, mais sur lesquels on a pu potentiellement agir de façon indirecte par effet de loi de résonance. Donc voilà un peu pour ce que j'avais à vous dire sur le lien que je vois pour ma part entre l'autisme et le parcours de flamme jumelle, et plus particulièrement sur le lien entre l'autisme et le parcours du runner. Et je vous remontre une dernière fois le livre, donc c'est de Temple Grandin et Sean Baron aux éditions de Bois Supérieur, et ça s'appelle Pourquoi jouer avec les enfants du quartier alors que je voudrais compter les grains de sable. Bon, je ne sais pas si cette vidéo aura intéressé des masses de monde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est toujours gratifiant de lire des commentaires, surtout si ces commentaires sont aimables. Et dans tous les cas, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes vacances si vous en avez, et à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.